Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Hey, bonjour tout le monde, bonjour! Hey, c'est le temps du coup de cœur, donc du mois de mai. Oui, c'est le mois de mai 2020. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup, David, pour cette magnifique opportunité encore de vous offrir, de vous donner mon coup de cœur du mois de mai. Puis là, je ne reviendrai pas sur les événements, je pense que vous savez tous. On est en train de se déconfiner un petit peu partout, à travers le monde. Et un des éléments, je pense, très positifs du déconfinement pour nous, étant des amateurs du monde ludique, c'est le fait que maintenant, on a plein de jeux de société qui finalement font leur apparition dans les magasins. On a comme eu un temps où il arrivait à rien du tout dans aucun magasin. Pour moi, en tout cas, moi qui aime beaucoup les nouveautés, qui est un cult of the new, comme on pourrait dire, mais c'est quelque chose qui me manquait un petit peu. Fait que là, je suis content, j'ai reçu plein de nouveaux jeux, j'ai hâte de tous les essayer. Mais le mois de mai, c'est un mois où je me suis ressourcé, je pourrais vous dire, dans le monde, dans le jargon des jeux de société. Donc, qu'est-ce que ça veut dire se ressourcer? C'est de laisser de côté ces nouveaux jeux-là et tous ces livrets d'instructions pour revenir sur un vieux jeu. Et oui, ça va être mon coup de cœur du mois de mai. C'est un jeu que j'ai ressorti, c'est un jeu que moi, personnellement, j'ai souvent parlé. C'est d'ailleurs un de mes jeux favoris, mesdames et messieurs. Alors, je vous le donne en mille. Alors, c'est Too Many Bones. Là, je vous présente Splice and Dice, qui est la toute nouvelle extension que j'ai reçue de Chip Theory Games. Donc, il n'y a pas tellement longtemps. Il y a une semaine à peu près que j'ai reçu ça. Donc, j'ai pas encore eu... c'est pas vrai. J'ai eu la chance de l'essayer, mais je l'ai essayé au mois de juin. Fait que ça rentre pas encore dans mon coup de cœur du mois de mai. Mais ce que j'ai fait au mois de mai, par contre, c'est que je me suis installé et j'ai joué à Too Many Bones Undertow avec ma conjointe, Hélène. Et on a fait la campagne. Et on a joué un grand total de 3 jours consécutifs. Quand je dis 3 jours, c'est qu'on s'est installé sur la table de cuisine et on a placé, vous savez que Too Many Bones, quand tu as toutes les extensions, ça prend quand même beaucoup de place et que Hélène, elle a pris Patch. Moi, j'ai pris Gasket, qui est un de mes personnages que j'ai eu il y a quelques temps, et on s'est installé pour faire justement cette campagne-là à travers donc le but c'est de passer à travers 3 gros méchants en 18 jours, 20 jours, là, je ne me souviens plus exactement du nombre de journées. Puis, à chaque fois qu'on réussit à battre un tyran, bien, on a des habiletés spéciales qu'on peut conserver. Fait que ce qui est cool du mode campagne de Too Many Bones Undertow, c'est que on peut donc améliorer notre personnage et c'est un des éléments qui est le fun, c'est de pouvoir justement débloquer des dés et d'avoir de grandes possibilités. C'est ça qui était vraiment le fun. On n'a pas réussi malheureusement. Too Many Bones, c'est un excellent jeu. C'est un jeu de chance, c'est un jeu qui n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je ne suis pas un grand amateur des lancers de dés, mais Too Many Bones, je ne sais pas, j'aime ça parce que à chaque fois que tu as des X parce que tu as raté, tu peux les réutiliser dans ton backup plan. C'est un jeu c'est toujours cool quand il arrive le temps de débloquer un nouveau dé. Le matériel il est magnifique. À chaque fois qu'on pige une nouvelle rencontre, est-ce que c'est un combat qu'on va avoir ou ça va être une aventure différente? Et il y a des aventures qui sont très différentes. C'est vraiment un excellent jeu. Je vous le recommande vraiment beaucoup. C'est sûr qu'il est dispendieux. C'est sûr que c'est pas nécessairement pour tout le monde. Mais pour moi, c'est définitivement mon coup de cœur du mois de mai 2020. C'est le jeu que j'ai sorti, que je me suis vraiment le plus investi avec Hélène et auquel j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. D'ailleurs, si vous avez juste le jeu original de Too Many Bones, vous savez que vous pouvez prendre The Age of Tyranny, qui est une extension qui vous permet de justement donc faire une campagne. Puis vous avez un beau petit tapis pour pouvoir justement sauvegarder votre partie. Puis c'est vraiment fait pour l'original. Donc ça, c'est vraiment pour seulement la boîte de base. Parce que Undertow vient déjà avec son propre système de campagne. Puis Splice and Dice rajoute
plein de tyrans et plein de possibilités d'utiliser de nouveaux tyrans, de nouveaux gros méchants pour jouer dans ces différentes campagnes-là. Fait que voilà, c'était mon coup de cœur pour le mois de mai. Portez-vous bien, amusez-vous, prenez le temps d'apprécier, je pense, les gens qui vous entourent. Et on va se revoir très bientôt. Puis, c'est à ton tour, toi, le prochain. Quel est ton jeu du mois? Et bonjour de mon côté pour mon coup de cœur du mois de mai 2020. J'ai pas joué beaucoup encore, malheureusement. Donc j'ai triché un peu. C'est un jeu que j'ai joué au mois d'avril, mais que j'avais pas eu la chance de vous parler parce que j'avais eu un autre coup de cœur, mais celui-là est arrivé en deuxième. C'est le jeu Cartographeur, qui est un jeu en fait de tourne et écrit. On va dans le fond tourner des cartes. On va avoir différentes options de formes à dessiner sur notre carte et on va avoir différents objectifs par ronde. Il y a 4 rondes au total et il y a toujours 2 objectifs à la fois qui vont faire des points. Et on va, dans le fond, sur notre carte, tenter de répondre à ces objectifs-là pour faire le plus de points possible en dessinant donc les différentes formes qui nous sont proposées. Mais il y a aussi dans le paquet, il y a des monstres qui vont pouvoir venir nous attaquer et donc nuire un peu à notre plateau et nous enlever des points lors des phases de scoring si on ne réussit pas à les entourer avec d'autres formes et à les éliminer d'une certaine façon. J'ai joué en solo, donc je ne peux pas parler pour le multijoueur, mais le solo, je l'ai trouvé vraiment très agréable, très le fun à jouer. Je l'ai d'ailleurs joué sur Tabletopia, c'est pour ça que je ne l'ai pas avec moi. Donc, vraiment facile d'utilisation sur la plateforme en plus. Puis vraiment, c'est un jeu qui m'intéressait beaucoup, mais je n'avais jamais osé l'acheter. Puis avec la plateforme Tabletopia, ben, j'ai pu justement l'essayer, le trouver très intéressant. Peut-être un jeu que je me procurerai éventuellement parce que je le trouvais vraiment très bien comme jeu. Il n'y a peut-être pas beaucoup, par contre, de cartes objectifs, donc peut-être un petit peu moins de variabilité dans les parties, peut-être moins de durée de partie. Mais grosso modo, c'était quand même bien au niveau des différents objectifs. Il y a 2 côtés aussi à la carte, donc 2 types de parties différentes, on peut dire. Donc, tout ce que je peux dire de plus, c'est que j'ai vraiment apprécié le jeu. Je l'ai trouvé très rapide, très fluide, surtout en solo. Je n'ai pas essayé en multijoueur, mais je pense qu'en multijoueur, il doit être très fluide aussi, vu qu'on tourne une carte et tout le monde va faire la même chose, si je ne me trompe pas. Et puis, on dessine, on continue. Ce qui est le fun aussi de la plateforme Tabletopia, c'est que les petites pièces sont de couleur. Fait que je trouve que ça avait encore plus de vie que de dessiner juste à la main différents types de territoires. Donc, c'était mon coup de cœur pour le mois de mai 2020. C'était Cartographeur. Un autre mois qui se termine et c'est le temps du coup de cœur du mois de mai. Alors, mois de mai, un autre mois passé en confinement, mais là, tranquillement pas vite, la vie commence à reprendre, certaines choses commencent à ouvrir, on commence à déconfiner tranquillement pas vite et on a bien hâte de retourner à nos expériences de jeu avec des compagnons autour de notre table. Donc, le jeu que j'ai choisi ce mois-ci comme coup de cœur est un jeu qu'on peut jouer en solo. Quelle surprise! Mais c'est le jeu Shadows of Killforth. Alors, Shadows of Killforth est un jeu qui est un projet qui a été sur Kickstarter. Il y a quelques années déjà, Gloom of Killforth, et ensuite, ils ont sorti la version Shadows. Donc, chacune des versions peut être jouée de manière individuelle ou peut être combinée pour faire une espèce de gros jeu épique. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un jeu d'aventure, d'exploration, basé principalement avec des cartes. Donc, premièrement, le matériel est absolument incroyable. Et là, je parle du design graphique, le artwork sur les cartes est majestueux. Moi, j'ai décidé d'y aller all-in un peu avec le grand tapis de jeu, le tapis de joueur personnel, toutes des choses qui sont pas nécessaires, mais qui viennent rajouter beaucoup à l'agrément de jeu. Alors, ce qui m'a surpris dans ce jeu-là, c'est justement le phénomène, la sensation d'exploration. On va se promener d'un endroit à un autre avec notre petit personnage et on va tenter de devoir affronter des monstres, convaincre des étrangers de joindre à notre cause, essayer de réussir des quêtes, des choses comme ça, et tout est basé avec des dés. Bon, bien entendu, les gens qui sont allergiques aux dés,
restez quand même assez loin de ça parce que il va falloir brasser une tonne de dés, avoir des 5 et des 6 pour avoir des succès pour réussir à faire différentes choses tout au courant de la partie. Mais ce que j'ai aimé, c'est que l'expérience solo est vraiment, vraiment incroyable. On a vraiment l'impression de construire un personnage tranquillement pas vite, de recruter des alliés, d'aller trouver des nouveaux objets, des choses comme ça, et d'essayer d'aller vaincre le méchant. Donc c'est un jeu qui est quand même assez long, mais j'ai pas eu l'impression que le jeu était si long que ça parce que on devient captivé dans l'histoire. C'est un jeu très thématique. Je dirais qu'encore une fois, les illustrations sont majestueuses, donc ça vient vraiment rajouter beaucoup à l'agrément de jeu de Shadows of Killforth. Mais inutile de dire que je suis vraiment dans le jeu, là, je suis en train d'aller chercher les petits bonus, les choses comme ça. Il y a une petite extension qui s'appelle Pimp My Gloom, qui se trouve avec des cartes un peu plus grosses, avec plus de dés, plus de petits standees de personnages, etc. Bref, j'ai décidé d'y aller all-in avec ce jeu-là parce que c'est vraiment un jeu qui me plaît dans mes cordes comme joueur solo. J'ai très hâte de l'essayer, probablement à 2 joueurs aussi. Je suis même pas sûr que je pense que je voudrais le jouer à 3 ou 4 parce que pour ma part, je trouve que c'est une belle aventure, mais j'avoue que j'ai hâte de partager ce jeu-là justement avec quelqu'un d'autre parce que le jeu se veut être un jeu coopératif. Bon, il y a également une variante compétitive, mais je ne m'approcherai même pas de là. Je pense que l'essence même du jeu se veut à être coopérative et c'est ce qui fait tout le charme de ce jeu-là. Donc, c'est mon coup de cœur du mois de mai, le jeu Shadows of Killforth. Salut la gang! Salut à tous, mon nom est Steve du Temple du Maple. Merci encore à David pour le mois de mai de m'accueillir dans les coups de cœur du mois. Mon jeu coup de cœur du mois est un jeu que j'ai donné une dernière chance. Je me suis dit, est-ce qu'il vaut vraiment la peine que je le garde dans ma collection? J'ai le fameux jeu Empire of the North que je vous ai déjà parlé dans un autre coup de cœur du mois. Un jeu extraordinaire, excellent. Même David vous en a fait une critique et une explication des règles et il adore ce jeu-là. Mais est-ce que son grand frère Imperial Settler doit être encore dans ma collection? Eh bien oui. Imperial Settler et Empire of the North ont des mécaniques vraiment identiques presque. On fait un tableau devant nous avec des cartes et on actionne des cartes, on dépense des ressources pour faire d'autres actions de cartes qui vont nous donner des points de victoire. Empire of the North, en plus, il y a une petite rondelle d'action de plus qui est fort intéressante. Par contre, ce que j'aime d'Imperial Settler, c'est l'aspect de production qu'à chaque tour. Parce que je trouve qu'on a un peu moins ça dans Empire of the North. Explication. Dans Imperial Settler, nous avons des cartes pour la production. Donc au début, nous avons, on produit à chaque tour 3 ouvriers, on obtient un bois, une épée et un bouclier. C'est tout. Ensuite, on va avoir d'autres cartes qu'on va mettre, qui vont être des cartes faction et non faction. Et la production va augmenter. Il y a même d'autres cartes en haut du plateau où est-ce qu'on va augmenter la production. Donc, au premier tour, on ne produit pas grand-chose. Mais plus tard, ça va être peut-être 5 ouvriers, et 8 bois, 3 pierres, 2 pommes. Ce petit aspect-là d'Imperial Settler, je trouve qu'il est différent d'Empire of the North et je l'aime bien. Le jeu, je joue en plus celui-là en 5 contre. Lui, c'est une course à 25 points. Lorsque quelqu'un fait 25 points, c'est le dernier tour. Donc, un bel aspect pour ce niveau-là. Il y a aussi un des petits problèmes, mais qui n'est pas tant majeur pour Empire of the North, c'est que le jeu, chaque faction a comme une ligne directrice bien précise. Donc, si on rejoue fréquemment au jeu avec les mêmes factions, on va retrouver qu'on joue un peu le même principe. En même temps, quand on a une grosse collection, on oublie un peu comment se joue une faction. Dans Imperial Settler, on va jumeler notre main avec notre deck de faction, mais également avec un deck commun avec l'adversaire. On va choisir avec une méthode de draft. Donc, ça va changer de partie en partie beaucoup. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup d'Imperial Settler et je vais le garder dans ma collection, même si j'ai Empire of the North. Merci encore, David, et on se revoit le mois prochain. Bonjour, ici Simon de Balado Ludique. Mon coup de cœur ce mois-ci, Horrified, le coopératif de Prospero Hall, l'équipe derrière Villainous, Jaws et le récent Back to the Future. Dans un jeu qui a tout l'aspect d'un film d'horreur de monstres des années 30, vous incarnez une équipe de héros qui combattent les forces du mal. Effectivement, la ville est sous attaque par les monstres classiques, Dracula, Frankenstein, l'homme invisible, le loup-garou, la momie et la créature du lagon. C'est un jeu coopératif qui est ultra simple,
même qu'à première vue, ça a l'air un peu trop simple. La mécanique semble pas vraiment originale, et après ma première partie, je suis comme... je suis resté un peu sur ma faim, même après ma deuxième partie, je suis resté sur ma faim. Par contre, j'ai eu effectivement envie de l'essayer encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que je joue le jeu à son niveau le plus difficile. Et sérieusement, j'ai adoré l'expérience. La simplicité laisse vraiment place à une expérience de jeu fluide, avec un bon défi et surtout très immersive et thématique. C'est d'ailleurs la plus grande force de ce jeu-là. On ressent vraiment l'action, ce qui se passe, ce qui se trame, les monstres dans la ville, on déplace des villageois. Donc on sent vraiment la thématique pour un jeu qui est très très simple et pas du tout narratif. La particularité de ce jeu-là, c'est sans contredit les monstres. Chaque monstre est unique. Il se déplace d'une façon différente, il attaque d'une façon différente, on doit le vaincre d'une façon différente. Donc ça change vraiment le jeu en fonction des monstres qu'on met, parce qu'on ne joue pas contre tous les monstres. En fait, je dois dire que si on prend un ratio complexité-stratégie, c'est probablement un des meilleurs coops auxquels j'ai joué. La mécanique pour les joueurs, ça ressemble beaucoup à Pandémie. On a des points d'action à investir chaque tour, on se déplace dans la ville et on essaie de collecter 3 différentes ressources. Il y a 3 ressources, mais mettons, il y a les rouges, les bleus, les jaunes, et il y a des valeurs différentes de chaque ressource. Pour moi, c'est une des grosses innovations du jeu. Lorsqu'on pioche une ressource, en fait, c'est écrit sur la ressource à quel endroit on va le mettre sur la carte. C'est vraiment simple et c'est propre. C'est pas révolutionnaire, mais il fallait y penser. L'idée d'écrire directement sur une ressource l'endroit à laquelle on va la placer, je trouvais ça ingénieux, en fait. C'est un des points qui fonctionne très bien. Aussi, on va retrouver une autre mécanique qui est très originale, pas très originale, mais qui est très bien faite, c'est le tour des monstres. Alors, c'est un coopératif, les joueurs jouent leur tour, les monstres jouent leur tour. On pioche une carte, et grâce à cette carte-là, ça résout toutes les actions. Ça détermine quel monstre va bouger, qui va attaquer. Donc, tout ça est déterminé, encore une fois, par une seule carte, très élégant, beaucoup d'économie de charge mentale. Ça fait aussi que c'est difficile d'oublier quelque chose. Des fois, dans les jeux coop, c'est plus facile, mais dans celui-là, c'est vraiment, on n'oublie rien, tout est très, très logique. Horrified, ça me semblait à la base un petit jeu coop sans âme qui prenait appui sur une thématique populaire pour vendre vite et disparaître par la suite, tout en polluant les calax de quelques malchanceux qui l'auraient acheté. Mais la réalité était tout autre. J'ai découvert un jeu coop construit avec soin, immersif, élégant et accessible. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc en mai, j'ai pas pu jouer à beaucoup de jeux de société malheureusement, mais j'ai quand même un coup de cœur. Puis c'est un coup de cœur un peu spécial parce que c'est un jeu que ça fait des années que j'ai dans mes tablettes. C'est un jeu que j'ai acheté vraiment dans mes débuts de joueuse. Puis je l'avais laissé de côté depuis un certain temps, ça faisait vraiment longtemps que j'y avais pas joué. Puis en mai, j'ai eu la chance de le redécouvrir puis de vraiment me rappeler pourquoi je l'aimais. Et c'est pour ça que c'est mon coup de cœur de mai. Mon conjoint a peint les figurines dernièrement et ça nous a donné envie d'y jouer. Anachronie est un jeu de placement d'ouvriers et gestion de ressources qui se déroule dans un monde post-apocalyptique. Un météore a frappé la Terre et nous sommes les derniers survivants de la race humaine. Nous incarnons les représentants de 4 factions aux idéologies différentes. La météore a amené sur Terre un nouveau minerai, le neutronium. Celui-ci a rendu possible le voyage dans le temps. Et grâce à lui, nous savons que nous devons nous préparer à un impact imminent. Notre but étant de bâtir la colonie la plus réputée afin d'attirer le plus de gens lors de notre évasion. Avant de passer à la phase d'action, nous devons activer un certain nombre d'exosquelettes afin de permettre à nos ouvriers d'aller collecter des ressources à l'extérieur de la colonie. Ensuite, grâce au voyage dans le temps, nous pouvons nous emprunter des ressources à notre nous du futur. C'est très pratique, mais pas sans conséquences. Effectivement, nous devrons nous rembourser ces ressources dans un futur proche, sans quoi nous risquons de créer des paradoxes qui entraîneront des anomalies dans le temps. Nous pouvons gagner des points de victoire de multiples façons, en construisant des bâtiments, en voyageant dans le temps et en augmentant notre échelle de morale. Le plus efficace étant de bien planifier notre évasion lors de l'impact, ce qui peut nous donner jusqu'à 30 points.
Anachronie est un jeu de complexité moyenne, donc je le recommanderais pas à des nouveaux joueurs nécessairement. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs, prend 90 à 120 minutes à jouer. C'est un jeu qui est vraiment beau, puis super immersif aussi. Le thème est vraiment très présent, ce qui est très rare pour des jeux euro. C'est un super bon jeu, une bonne profondeur aussi, super beaucoup de rejouabilité, même sans les extensions. Donc c'est un jeu vraiment solide, puis je suis contente de l'avoir redécouvert. Donc c'est pour ça que c'est mon coup de cœur de mai. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et je vous présente mon coup de cœur pour le mois de mai, dis-je 2020, mois particulier s'il en fut un. Je présente le jeu Les Demeures de l'Épouvante. Étrangement, c'est un jeu auquel j'avais jamais joué, moi qui est un grand fan de tout ce qui est Lovecraftien dans le jeu de société, fait que le jeu de cartes d'horreur Arkham, le jeu horreur Arkham lui-même, les signes des anciens. J'en ai un paquet d'eux autres. Celui-là, j'avais jamais essayé. Qu'est-ce que c'est? Très rapidement, c'est un jeu coopératif. Ça me fait penser beaucoup, justement, à Horreur à Arkham. C'est un jeu coopératif dans lequel on va explorer un manoir, on va choisir un scénario, puis on va se promener dans ce manoir-là pour trouver qu'est-ce qui se passe de maléfique à l'intérieur de cet endroit-là et de régler la situation. Fait que c'est le scénario qui va nous donner notre objectif pour la partie. C'est également le scénario qui va nous dire avec quel équipement on part, comment construire la map qui va se construire graduellement, parce que, je ne l'ai pas encore dit, c'est un jeu qui se joue avec une application et l'application gère tout à ta place. Fait que si c'est quelque chose que tu n'aimes pas, qu'une application gère le tour du méchant et la faction du méchant, tu n'aimeras pas ça. Mais si c'est quelque chose qui ne te dérange pas, c'est vraiment très bien implémenté dans ce jeu-là. Fait que la map, la carte va se construire au fur et à mesure qu'on va avancer dans le jeu. C'est l'application qui va nous dire quand ça va être le temps d'aller chercher telle ou telle tuile. L'application va nous proposer des puzzles pour ouvrir des coffres, trouver des indices. On va avoir des mini-jeux à faire à l'intérieur de l'application qu'on va pouvoir faire de façon coopérative parce que c'est un jeu coopératif. On va affronter des monstres, on va trouver des mystères anciens avec des cultistes qui veulent découvrir un paquet d'affaires. Il y a des figurines, pas de la meilleure qualité au monde, mais sont corrects pour ce qu'ils ont à faire pour le jeu. Puis, dans le fond, le travail collaboratif est très important, surtout quand on va faire ces espèces de mini-puzzles-là. Il y a différents mini-jeux qu'on va avoir à faire au fur et à mesure que la partie va avancer. Puis, c'est une application qui est très narrative. Fait que si, par exemple, j'indique que je veux attaquer tel monstre, l'application va me dire, OK, comment tu l'attaques? Est-ce que tu l'attaques de loin, de proche, avec un couteau, avec un sort, etc. Je vais cliquer là-dessus, puis ça va me donner une narration avec le jet qui est à faire. Fait que le jet, ça sera pas nécessairement un jet de force, même si je m'en vais attaquer en mêlée, ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui se passent. Fait que l'application nous garde toujours des belles surprises, puis on peut refaire le même scénario, puis l'application va changer suffisamment d'éléments du scénario pour que ça soit intéressant à refaire. Donc, super belle découverte pour moi. C'est sûr que je vais me lancer dans toutes les expansions qui existent pour ce jeu-là. Fait que si vous aimez ces aspects-là, la narrative, l'application, la coopération, etc., ça peut être quelque chose qui vous intéresse beaucoup, les demeures de l'épouvante. Sur ce, bye, faites attention. Salut tout le monde, ici Eric et je suis très content de vous présenter mon coup de cœur ce mois-ci. Il s'agit de Subterra. C'est un jeu d'exploration coopératif de 1 à 6 joueurs qui prend environ 1 heure. Mais je vous dirais qu'à 2 joueurs, nous, 1 heure, c'est la mise en place, la partie puis le rangement. Ça rentre pas mal dans 1 heure. Fait que je vais vous expliquer un peu c'est quoi Subterra premièrement. C'est un jeu d'exploration dans lequel vous incarnez des explorateurs qui sont pris dans une caverne et vous devez vous en sortir. Vous devez trouver la sortie avant de manquer de piles dans votre lampe de poche parce qu'une fois que vous manquez de piles, c'est la mort subite. Donc à chaque nouveau tour, vous avez 50% de chances de mourir instantanément. Ce qui fait que vos chances de survie sont très minces et vous devez vraiment trouver la sortie là, avant de manquer de batterie dans votre lampe de poche. Il y a aussi toutes sortes de tuiles que vous allez découvrir là-dedans. Fait que, des tuiles remplies d'eau, il y a aussi des passages étroits, des fuites de gaz, il y a aussi des horreurs qui rôdent et qui peuvent vous rendre inconscient instantanément. Fait qu'il y a beaucoup de défis aussi qui s'ajoutent à ça. Ce que j'ai vraiment aimé de Subterra, c'est que l'aspect hasard est intéressant dans le sens où ça amène un suspense, ça amène un thrill à vos parties. Souvent, vous allez réussir ou échouer, puis vous étiez sur le bord de un ou l'autre, jusqu'à la fin. Des fois, vous pouvez avoir un mauvais départ, mais finalement, ça va bien. Puis jusqu'à la fin, vous réussissez par sortir, mais c'est vraiment sur la ligne. Fait que ça, c'est l'aspect aléatoire aussi qui fait ça, parce que les tuiles qu'on découvre, on ne sait pas ça va être quoi, on ne sait pas ça va être quoi les événements non plus qui vont arriver entre les rondes.
Mais c'est un hasard qui rajoute aussi de la rejouabilité parce que votre caverne va être différente à chaque fois. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis ça va vous donner le goût aussi de refaire une partie. Nous, ça a pris une dizaine de parties avant de réussir une réussite or. Là, donc, tous nos explorateurs ils ont réussi à sortir. Mais à chaque fois qu'on perdait, on était tellement sur le bord qu'on se disait « Ok, là, on en fait une autre, là, mais cette fois-là, on fera pas telle erreur ou on fera pas telle chose, puis on va réussir. » Fait que on avait vraiment toujours le goût de rejouer. Je pense qu'on a fait une dizaine de parties en 2 semaines à peu près, fait que on a vraiment aimé ça. Il y a aussi beaucoup de personnages, ce qui fait que vous pouvez combiner leurs différents pouvoirs pour essayer de trouver la combinaison parfaite qui fit avec votre style de jeu. Ça ajoute de la rejouabilité parce que si jamais vous trouvez que c'était pas optimal, ben, vous pouvez essayer d'autres personnages ou une stratégie différente en utilisant d'autres combinaisons. Fait que de ce point de vue-là, c'est super intéressant. Fait que Subterra, c'est un excellent jeu. Ça se place vite, ça s'explique vite aussi. J'ai joué avec des amis sur Tabletop Simulator. Ça a été super rapide à expliquer. C'est pas trop compliqué. Après une partie, ils savent déjà un peu où s'aligner. Puis c'est le genre de jeu qui est, comme on dit en anglais, easy to learn, hard to master. Donc, c'est facile de jouer, mais de tout maîtriser puis de bien réfléchir à ses déplacements. Est-ce qu'on doit rester groupé? Est-ce qu'on doit plutôt se séparer pour explorer plus? Quels personnages sont les mieux placés pour explorer? Fait que tout ça, là, ça rajoute beaucoup de contenu puis beaucoup de substance à ce jeu-là. Fait qu'on l'a vraiment beaucoup apprécié et je vous le recommande fortement. Il s'agit de Subterra. Donc sur ça, je vous dis merci, à bientôt. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, mais ça ne m'a pas empêché de jouer. Et j'ai eu l'occasion de découvrir plein de choses hyper intéressantes. Et ce mois-ci, mon coup de cœur, ce sera les Tavernes de la Vallée Profonde. Je vais avouer, en toute sincérité, c'est un jeu sur lequel je ne m'étais pas spécialement retournée au début. Et en fait, finalement, quand j'y ai joué, je me suis rendu compte que le jeu était absolument génial. L'idée, c'est qu'on va avoir 8 tours pour développer sa taverne. On commence vraiment tout petit et au fur et à mesure, on va l'agrandir, l'améliorer pour pouvoir attirer de plus en plus de clients et gagner de plus en plus de points de victoire. L'idée, c'est qu'à chaque tour, on va devoir drafter des dés qu'on va pouvoir utiliser ensuite pour déclencher des actions. Donc c'est un jeu à la fois de draft de dés, de placement de dés et aussi de gestion de main de cartes. Ça, c'est hyper intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, on va pouvoir dépenser des sous pour acheter des améliorations pour sa taverne et on va pouvoir dépenser des bières qui sont une autre ressource pour pouvoir attirer des clients de plus en plus prestigieux, qui filent plus de points de victoire, plus de sous aussi, ils payent mieux et donc qui dit plus de sous dit plus d'améliorations, dit plus de clients et ainsi de suite. Il y a un côté très exponentiel à la chaîne comme ça qui est hyper intéressant. On va pouvoir jouer sur plein de petites améliorations différentes et ce que je trouve vraiment bien fichu, c'est que le jeu ne se contente pas d'être juste très bien fait comme il est. Il y a également plusieurs petits modules qui vous permettent de jouer avec des expériences de jeu assez différentes. Donc c'est comme 5 mini-extensions qui sont comprises dans la boîte de base et rien que ça, ça permet d'avoir vraiment un jeu qui se renouvelle constamment et qui est bien plus enrichi grâce à ces ajouts. Donc oui, un vrai coup de cœur, il est hyper mignon, le design est très chouette, très lisible, les illustrations sont belles, c'est assez chouette parce que c'est un côté un peu à l'allemande, mais avec quand même un petit peu d'interaction grâce au draft de dés, donc franchement il a tout pour me plaire, c'est une très belle découverte. Alors, salut David, merci de l'invitation pour partager notre coup de cœur du mois de mai 2020. Je dis notre coup de cœur parce que je suis en compagnie de mon ami Stéphane. On s'est finalement déconfiné pour jouer à un jeu de société et tu nous as amené quelque chose que tu viens de recevoir de Kickstarter. On parle de Ridgebusters, projet Vril. Donc c'est un jeu, un dungeon crawler, un mélange un peu là, de, si on veut, en première phase du jeu, un V-Commando, comme on en parlait durant la partie. Donc on rentre dans un château de façon furtive, on essaie de pas se faire voir, mais ça se dégénère vite en deuxième phase. Jusqu'à temps que l'alarme sonne, et à ce moment-là, on tombe un peu plus dans le mode de zombicide, où là, les soldats, les nazis, les créatures arrivent de tous bords, de tous côtés. Très cinématique aussi. C'était une belle découverte. L'aspect intéressant, c'est un jeu qui se joue en campagne, donc mode coopératif, c'est évolutif, tout ça. Et c'est pas seulement un jeu de dés comme un zombicide, mais on a beaucoup de cartes qui vont nous permettre de faire des actions supplémentaires. Ça, je trouve ça très intéressant parce qu'à la base, on a juste 2 actions, mais nos cartes vont être vraiment la clé de notre succès. Et vraiment, c'est le travail d'équipe qui fait toute la différence. Oui. On a joué à 2 joueurs, toi et moi, on a joué aussi à 4 joueurs, et c'était tout aussi plaisant les parties par la fin. Alors, belle découverte pour nous. Si c'est quelque chose que vous pouvez mettre la main dessus, parce que c'est un projet Kickstarter, ça va être peut-être compliqué, mais Mythic Game, Ridgebusters, c'est notre suggestion du mois de mai.
Et on se revoit le mois prochain pour d'autres découvertes. Merci David. Prochaine. Merci. Bye. Salut les gamers! Pour ma part, pour mon coup de cœur du mois de mai 2020, j'y vais avec le jeu Wavelength, un super jeu de party que j'ai découvert en jouant surtout par Skype. Donc on avait des gens qui avaient la version physique. On va avoir une espèce de roulette avec un cadran, avec une aiguille qui va se promener sur le cadran. Dans le fond, c'est un jeu qu'on va jouer soit en équipe ou de façon coopérative. C'est un jeu de déduction. Donc à chaque tour de jeu, on va piocher une carte qui va avoir 2 extrémités. Ça pourrait être quelqu'un de beau, quelqu'un de laid. Et ensuite, on va tourner la roulette pour faire arriver une zone de pointage à un certain endroit dans le cadran. Donc la personne qui va donner l'indice va savoir où est la zone de pointage et va devoir trouver un indice à donner à son équipe ou aux autres joueurs si on joue de façon coopérative pour que les joueurs bougent l'aiguille du cadran pour essayer d'arriver sur la zone de pointage. C'est vraiment farfelu comme jeu. C'est un jeu où vous allez amener des discussions vraiment bizarres, mais des discussions qui vont être le fun. C'est le genre de jeu qui va créer des insides. C'est dans le genre de jeu où on va rire, on va avoir vraiment un bon moment ensemble. Donc on a joué à plusieurs reprises par Skype en utilisant la version physique, quelqu'un qui manipulait la roulette. Et j'ai aussi joué sur Tabletop Simulator, donc il est disponible sur le simulateur aussi. Il existe aussi une version browser qu'on peut jouer. Bref, il y a différentes façons de le trouver parce que la version physique est presque introuvable présentement. On attend que la nouvelle vague d'impression arrive. Donc Wavelength, un vrai bijou pour les jeux de party. Là, si vous aimez ce style de jeu-là, de jeu de déduction en équipe, si vous aimez les codenames de ce monde, les Just One, vous allez tomber sous le charme là, de Wavelength. Merci à tous mes collaborateurs et collaboratrices encore une fois pour ce merveilleux segment coup de cœur. Donc j'espère que ça va vous donner des idées de jeux à aller jouer, essayer ou acheter. On aimerait ça connaître quel est votre coup de cœur à la maison pour le mois de mai 2020. Donc laissez-nous ça en commentaire, on a hâte de vous lire. Et encore une fois, faites attention à vous. On se voit le mois prochain pour un autre segment coup de cœur. Et d'ici là, continuez de gamer.